Un, deux. On est prêt? Yes. Juste avant de commencer, j'aimerais ça savoir qui travaille en consultation actuellement. C'est bon. Qui vient du domaine d'un organisme du domaine public? Ah, c'est bon. J'imagine que la différence vient du domaine privé. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas levé leur main? Non, c'est bon. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent. Sincèrement, je ne pensais pas que la salle se remplirait autant. Alors, merci. J'espère que ça va remplir vos attentes. Donc, au cours des 45 prochaines minutes, je vais vous présenter notre parcours vers ce qu'on appelle le processus de livraison continue, le PLC. Donc, vous allez voir ça dans les prochaines pages, le PLC. Pour nous, c'est notre déclinaison du cadre SAFE. OK? Un petit disclaimer, je ne suis pas un spécialiste de l'agilité. Puis ce qu'on va vous présenter, ce que je vais vous présenter, je n'ai pas la prétention de vous dire que c'est la recette à appliquer, mais plutôt ce qu'on a fait, nous, à la SQI, avec les hauts et les bas qu'on a connus. Faites-vous-en pas, ça se termine bien. Donc, mon nom est Louis Lagagnère. Je suis le directeur général de la Direction générale des solutions d'affaires et des infrastructures numériques. Pardonnez-moi des fois si je parle de DGTI, la Direction générale des TI, c'est notre ancien nom. On vient de changer, puis j'ai encore de la difficulté à m'habituer. Alors, je suis à la SQI depuis 11 ans. Auparavant, j'ai été chez Desjardins pendant 19 ans. C'est pas mal mon parcours en gros. Alors, pour vous présenter la SQI, est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi la SQI ici? Oh, la majorité ne savent pas c'est quoi ou vous êtes gênés. Hein? Donc, je vous présente un petit vidéo. Ça va vous montrer c'est quoi, puis je vous reviens tout de suite après. Ça dure 1 minute environ. À la Société québécoise des infrastructures, on édifie le Québec de demain. Concrètement, Ça veut dire rassembler les meilleurs experts pour chapeauter la réalisation de projets majeurs et pour offrir aux ministères et organismes des solutions immobilières durables. Édifier le Québec de demain, c'est aussi contribuer au bien-être de la population. En assurant la gestion et l'exploitation de centaines d'édifices publics et patrimoniaux et en veillant au confort de leurs occupants. Et édifier le Québec de demain, c'est également repenser nos façons de faire pour être toujours plus verts et innovants. Faire partie de la SQI, c'est s'épanouir à travers une organisation humaine. Et c'est laisser une empreinte concrète sur la collectivité. Édifions le futur ensemble. Alors, vous savez maintenant ce qu'est la SQI. Donc, 2 grandes missions à la SQI. D'abord, l'entretien des bâtiments du gouvernement, donc l'exploitation immobilière. Et une autre mission qui est les projets de construction majeurs du gouvernement québécois. Ces projets-là peuvent être pour des maisons des aînés, qu'on entend beaucoup, les écoles secondaires, qu'on entend les nouvelles écoles secondaires, les hôpitaux pour les gens de Québec, l'hôpital Enfant Jésus qui est en agrandissement, en croissance depuis plusieurs années. C'est la SQI qui est derrière ça. Donc, différents projets comme ça à travers le Québec. On est maintenant 1500 employés. En fait, c'est 1600 le vrai chiffre qu'on vient de me donner hier. On gère à peu près 1100 immeubles en propriété ou en location à travers le Québec. On est le 2e plus grand donneur d'ouvrages au gouvernement québécois après le ministère des Transports. Et puis, vous remarquez en bas à droite que le développement durable est vraiment central dans les différents projets qu'on fait. Du côté de la Direction générale des solutions et des infrastructures numériques, donc tout comme la SQI, la DGSIN, on a connu une croissance importante au cours des dernières années. On est passé de 100 à 270 ressources en TI
depuis 2020. Donc, une croissance majeure. On vient d'ailleurs d'ajuster notre structure de gestion, passant de 5 à 12 gestionnaires. On a aussi mis ce qu'il fallait en place dans les dernières années pour répondre aux besoins de la SQI, tout en se projetant vers l'avenir. On a maintenant 95% de nos systèmes informatiques, de nos systèmes en fait qui roulent dans l'info numérique. On a investi beaucoup sur la sécurité de l'information, sur l'intelligence d'affaires avec les nouvelles technologies, puis on est actuellement dans une grosse transformation numérique au niveau de nos 2 lignes d'affaires. On implante des 2 logiciels du marché. Donc, pour nous, c'est très gros. Mais pourquoi je vous dis tout ça? C'est que selon nous, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça a vraiment contribué à la réalisation de cette croissance-là, puis ça va nous aider à poursuivre. Vous allez remarquer au cours de la journée d'aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses qui vont revenir souvent. Le processus, l'exécution, donc l'exécution du processus, puis la culture de livraison à l'arrière de ça. Je vais faire un parallèle. J'imagine que tout le monde connaît Martin Saint-Louis, Canadien de Montréal. Hein? Martin Saint-Louis parle souvent de ces 3 choses-là. Le processus, il veut que ces jeunes suivent le processus. Il parle aussi de l'exécution du processus, quand ils perdent, parce que l'exécution n'était pas bonne. Hein? Puis finalement, la culture, il veut implanter une culture gagnante. Mais chez nous, on veut implanter une culture de livraison. Donc, je ne vous dis pas que quand on a commencé, l'histoire, je vais vous conter qu'on comprenait tout ça, mais avec le recul, on est capable de faire ces parallèles-là. Donc, merci Martin. Alors, notre histoire commence, ce que je vous raconte aujourd'hui à l'automne 2019. Depuis quelques mois, on a un nouveau VP. Je suis nouvellement en place comme DG au niveau des TI. Puis, on a un nouveau plan directeur à faire. Donc, à ce moment-là, à l'automne 2019, le comité de gestion qui est en place, on se lance dans une réflexion qui a pour but d'identifier les différents éléments qui pourraient nous aider à améliorer notre performance dans le rôle qui nous est confié. Vous avez bien vu le mot « performance » en gras souligné. Je vous ai dit qu'on était une organisation gouvernementale. Oui, on peut parler de performance, on peut la nommer, on peut la rechercher. Parce que pour moi, la performance, ce n'est pas travailler plus, c'est travailler mieux. Et donc, à ce moment-là, le mot performance devait pour nous apparaître dans ce qu'on recherchait. Vous voyez en bas à droite, celui qui renonce à devenir meilleur cesse déjà d'être bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand on a présenté notre rêve à notre monde, qui était assis comme ça devant nous, il fallait aussi gérer le fait qu'on voulait démontrer que c'était de l'amélioration continue. Ça aussi, ça va revenir souvent aujourd'hui. On ne voulait pas, excusez le terme, cracher sur ce qui s'était fait dans le passé et dire que ce n'était pas bon. Pas du tout. On était rendu là parce qu'il y avait eu quelque chose de bon qui avait été fait dans le passé, mais on ne voulait pas s'arrêter là. On voulait s'en aller à d'autres choses. On voulait leur montrer qu'on s'appuyait sur les bases qui avaient été mises en place et qu'on voulait continuer à s'améliorer. Donc, la notion d'amélioration continue pour nous, on la reflétait par cette phrase-là. Celui qui renonce à devenir meilleur cesse déjà d'être bon. Donc, cette réflexion-là nous a amené différents constats. Premier constat qui est ressorti, il y avait un écart entre la capacité qu'on pouvait offrir en ressources informationnelles, en passant ceux qui sont du privé, là, ARI au gouvernement, c'est les TI, c'est les ressources informationnelles. Okay? C'est le langage gouvernemental pour ça. Vous allez me dire que c'est un classique, l'écart entre la capacité ARI et les demandes qui rentrent. On était dans cette situation, nous autres aussi. On avait une priorisation ardue des demandes. En fait, toutes les demandes rentraient à un seul endroit dans une équipe d'entretien évolution. Il y avait ensuite un comité qui était composé de gens d'affaires qui priorisaient les demandes basées sur leur compréhension de l'organisation, leur bonne volonté, puis leur capacité à influencer leurs voisins pour que leurs demandes passent. Okay? Il y avait une incompréhension mutuelle du contexte entre les affaires et les RI. En fait, on avait de la difficulté à se placer un à la place de l'autre. Chacun a ses bonnes raisons, c'est tout du bon monde, mais on ne se comprenait pas. Il y avait des délais de livraison désalignés avec les attentes des secteurs d'affaires. Ça aussi, c'est un classique ici.
pourquoi, en fait, ce qu'on a ressorti là-dessus, c'est qu'une fois que la demande était priorisée, ben, on ne se commettait pas sur un délai. On disait, OK, priorisé, je la fais, puis quand ça va être prêt, je vais te la livrer. Mais les gens n'avaient pas de visibilité sur une date potentielle de livraison. Donc ça, c'était une problématique qu'on avait de notre côté. Il y avait une perception mitigée de la valeur reçue par les secteurs d'affaires. Donc, les secteurs d'affaires n'étaient pas sûrs que ce qu'on livrait, ça avait de la valeur. Pourtant, c'était demandé de leur côté. Mais en même temps, c'est difficile à reconnaître quand la valeur, quand ce qu'on livre n'est pas communiqué, n'est pas rendu visible. Donc, ça, c'était une difficulté qu'on avait. À l'intérieur même de la DGTI du temps, bien, il y avait une difficulté d'arrimage entre les équipes. Ça aussi, c'est un classique. Le développement, la sécurité là-dedans, l'infrastructure, tout le monde travaille dans leur silo et c'était problématique de notre côté. Finalement, un classique, je suis sûr que vous l'avez entendu beaucoup dans les 2 derniers jours, le contrôle, c'est une illusion. Nous, notre façon d'en parler chez nous, c'est les vents de côté. Hein? C'est quoi un vent de côté pour nous autres? C'est qu'on commence à faire quelque chose, puis là, ils nous vantent un peu. Puis là, on fait d'autres choses. Puis là, il nous arrive une autre priorité. Puis là, on commence là-dessus, puis là, on perd le focus parce qu'il arrive une autre priorité. Toutes les priorités, c'est libellé en arrière avec le nom d'un VP ou du PDG. Alors que les autres ne savent même pas qu'ils ont demandé ça. Un classique, ça aussi. Hein? Ah, c'est le VP qui demande ça, c'est le PDG. Donc, notre focus, on avait de la difficulté à le garder sur quelque chose. En bon français, on n'était pas des finishers. Donc, pourquoi SAFE? Ici, on a regardé différentes choses. Nous, peut-être qu'il y en a qui l'ont entendu parler. On était déjà dans l'agilité. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus loin. Là. Mais on avait déjà une certaine base agile. Pourquoi SAFE? Bien, le framework, à ce moment-là, était très populaire au moment de faire notre choix. Il existait un bassin de ressources super intéressant autour de nous qui pouvait nous aider à mettre ça en place. Mais pourquoi SAFE? Bien, c'est surtout qu'après ça a été informé, après avoir assisté à différentes présentations, on s'est assuré de son adéquation avec ce qu'on recherchait. Donc, sans aller dans le détail ici, on avait différents constats qu'on vient de regarder. SAFE nous amenait une réponse à ça qu'on trouvait satisfaisante. Comme je vous le dis, je n'irai pas dans le détail de ça, mais les réponses que SAFE nous amenait, ça nous faisait beaucoup de sens de notre côté. Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le réaliser. C'est un monsieur Disney qui a dit ça. Hein? On ne va pas parler de prince et de princesse ici, mais quand même, on peut quand on est capable de bien s'imaginer quelque chose, une planche écran doit être pesant. Donc, si on peut l'imaginer, on peut le réaliser. Mieux on s'imagine les choses, plus ça nous donne le pouvoir, la capacité de pouvoir le réaliser. Donc, on est parti avec cette pensée-là. Les partenaires à qui on s'informait nous parlaient que pour réaliser une transformation comme ça dure 3 à 4 ans. Nous autres, on s'est dit, 3 à 4 ans. Hey. 1 mois, on met des escouades en place. 6 mois, c'est implanté. Puis un autre 6 mois, ben, on va se peaufiner un peu, puis on est parti. C'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Alors, comme je vous l'ai dit, on avait quand même un point de départ intéressant, c'est-à-dire classique du temps. Donc, ceux qui ne connaissent pas la SQI connaissent peut-être la SIC. La SIC était l'ancienne SQI, fusionnée avec la CHQ, avec Infrastructure Québec. Bref, la SIC du temps, autour de 2010, avait mis en place l'agilité chez nous. Un certain Guy Rochette, que vous connaissez peut-être, avait travaillé fort là-dessus. Avant d'aller travailler au revenu là-dessus après ça plus tard. Donc, Guy avait avancé très, très fort avec des alliés pour implanter l'agilité à la SIC. À ce moment-là, on était précurseurs au niveau de la mise en place de l'agilité au gouvernement, mais aussi au niveau du privé. Il y avait des organisations publiques et privées qui venaient nous voir à ce moment-là. On était comme un peu une vitrine. Je ne vous dis pas que c'était le gros processus puis que c'était SAFE, qui n'existait probablement pas à ce moment-là. Je ne suis pas un expert, mais ça me surprendrait. Mais il y avait quand même une belle base agile à ce moment-là. Ça a eu ses hauts et ses bas. Hein? Chez nous, il y a eu des changements. Je parlais de Guy, il est allé au revenu, il est allé ailleurs après.
Donc, la nouvelle direction, les nouveaux gens en place, reprochaient à l'agilité chez nous la difficulté de la prévisibilité du contenu des livraisons, le manque de formalisation de la documentation, notamment au niveau d'architecture, et puis l'absence d'indicateurs de gestion et de suivi. Vous allez me dire, bon, ça existe, il y avait juste à les mettre. Bon, c'était pas aussi développé que ça peut l'être maintenant. En fait, à la SQI, ça ne l'était pas de ce côté-là. Alors, ça a manqué. Maintenant, suite à la réflexion, on regarde SAFE, on est en 2019, ça nous fait du sens, on se lance. Pour se lancer, on a, en fait, pour représenter notre démarche, on a utilisé l'image de la fusée. Vous voyez 3 sections dans la fusée. Elle va nous suivre, cette petite fusée-là, dans les prochaines minutes. Donc, la première partie de la fusée, c'est la vision. Vous allez voir, on s'est donné une vision, où on veut aller avec ça chez nous. Ensuite, la deuxième partie, c'est les principales composantes qui sont devenues vraiment des piliers dans notre mise en place. Et puis, finalement, une fois que tout ça s'est implanté, comment on s'assure de la pérennité de ce qu'on a implanté. Alors, au niveau de la vision, j'utilise souvent le concept de la baguette magique. Si j'avais une baguette magique, pour la petite histoire, j'étais chez Desjardins à ce moment-là, je passais une entrevue, puis la personne des ressources humaines dit à la personne qu'on passait en entrevue, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Il dit, ben moi, c'est-tu professionnel ou c'est personnel? Parce que si c'est personnel, je mesurais un pied de plus. Fait que ça, je me suis dit pour moi aussi, mais bon, je ne l'avais pas, cette baguette magique-là. Mais j'aimais le concept, c'est-à-dire que si j'avais une baguette magique, puis je l'ai passé, la baguette magique, au comité de gestion du temps, si j'avais une baguette magique, si on avait une baguette magique, où on voudrait être? Et là, c'est là qu'est découlée la vision qui est à gauche. Donc, d'ici 2023, le processus de livraison de la DGTI évoluera vers un mode de livraison en continu composé d'équipes spécialisées par produit, dont les ressources posséderont des compétences transversales et évolueront en synergie dans un environnement innovant. On m'a dit que la phrase était trop longue, mais c'est pas grave, on voulait mettre nos affaires dedans. Vous remarquez que c'est 2023 et non pas 2020. Hein. Déjà, on s'était fait convaincre que ça prend 3-4 ans. Alors, on a écouté ceux qui nous disaient ça, mais dans notre tête, c'est hey, on va faire ça pas mal plus vite, on va battre le chrono. Vous allez voir que ce n'est pas ça qui est arrivé. Donc, on s'est aussi donné 4 objectifs. Premièrement, d'améliorer l'efficacité puis l'efficience de l'organisation, livrer de manière plus rapide de la valeur à l'organisation, s'assurer de la qualité des livraisons, puis accroître la sécurité des applications et des infrastructures qui les supportent. Donc, en résumé, pour nous, cette étape-là, on la considérait essentielle pour se donner une direction, pour la partager avec nos équipes. C'est devenu un peu notre étoile du Nord, hein? Ce qui allait guider nos pas vers la cible. L'autre, bon, si je peux vous dire, en fait, cette étape-là, pour nous, ça s'est bien passé. Là. Oui, il y a toujours, quand on fait une vision, de la discussion, puis un peu d'ostinage sur les mots, mais quand même, c'est une étape c'est pas celle-là qui nous a ralenti. Donc, jusqu'ici, ça va bien dans notre implantation. On passe à l'étape 2 de la fusée, et là c'est le crunchy. Là. Donc, il y a différentes composantes que je veux en fait, qui pour nous, on considère ça des piliers dans tout ce qu'on a mis en place. On va passer un petit peu de temps sur chacune de ces composantes-là qui sont les piliers de la démarche. La première, qui sont les escouades agiles. Donc, dans notre approche de 6 mois que je vous parlais tantôt, c'est le premier choc. Donc, on pensait régler les escouades en 1 mois. Ça nous a pris 12 fois plus de temps. Donc, 12 mois après, la dernière escouade qu'on voulait mettre en place s'est implantée. Donc, ça s'est fait plus sur 1 an. Pourquoi que ça s'est fait sur 1 an? Parce que mettre en place une escouade, là, on a appris ça à la dure. Vous allez me dire, ben, tout le monde sait ça, mais nous, en tout cas, on ne comprenait pas ça, ça a l'air à ce moment-là. Mettre en place une escouade, c'est beaucoup plus que de réunir des personnes TI avec des gens d'affaires dans un même groupe de travail. C'est beaucoup plus aussi que de se réunir à chaque matin, debout, de parler de ce qu'on a fait la veille, de ce qu'on va faire aujourd'hui, puis des bloquants qu'on a. Ça a vraiment été une gestion de changement importante pour nous, surtout quand on veut aller à l'échelle, quand on veut grandir, en avoir plusieurs, ça prend des règles. Chaque escouade ne peut pas fonctionner complètement comme elle veut.
Dans notre cas, on a appliqué une démarche en 4 grandes étapes. Premièrement, on a défini ce qu'on voulait que chacune des escouades fasse. Donc, dans les 2 premières semaines, quand on lançait une escouade, on identifiait l'escouade, on la formalisait, on regardait dans quel produit l'escouade allait supporter. Puis chez nous, ben, c'était le fun parce que les produits étaient aussi en ligne avec les secteurs d'affaires. Donc, quel secteur d'affaires allait être supporté par l'escouade? Ensuite, il fallait rencontrer le secteur d'affaires, puis annoncer la bonne nouvelle, tout en leur indiquant qu'il y avait un investissement à faire de leur côté. Ça prenait une personne à temps plein dans l'escouade. Ça rechignait un petit peu, une personne à temps plein, puis ça prend quelqu'un qui connaît la business aussi, qui va être dans l'escouade. Donc, eux autres perdaient de leur côté une personne, mais ils voyaient ce qu'ils gagnaient de l'autre côté. On a réussi quand même à avancer là-dessus. Fait que tous les secteurs d'affaires qu'on a rencontrés ont adhéré à l'approche. Ensuite de ça, on a fait ce qu'on appelle, dans cette première étape-là, dans la deuxième étape, en fait, on passe à la deuxième étape, on a mis à jour l'agilité, parce que vous vous souvenez qu'on avait une certaine base, donc on a remis à jour cette base d'agilité-là dans le groupe de travail, puis on l'a renforcé avec des nouveaux concepts, puis on a fait ce qu'on appelle un carré de sable. Donc, c'est quoi le carré de sable de l'escouade? Qu'est-ce que l'escouade ou l'équipe va viser à accomplir? C'est quoi la contribution de l'équipe ou de l'escouade au succès de l'organisation? Ça va être quoi son niveau d'autonomie? Ça va être quoi le type de ressources qui vont être dans l'escouade? Donc, c'est toutes des questions qu'on se posait puis qu'on répondait avec l'escouade, puis l'escouade participait à ça aussi. Il y avait différents modes opératoires qu'on leur a laissés à leur discrétion aussi, qui devaient noter à l'intérieur de l'escouade. Les comportements acceptables à l'intérieur de l'escouade, puis ce qui est inacceptable. On a éduqué et formé sur les règles du jeu. Et, dernière étape de la préparation de l'escouade, on a mis en place un carnet de produits. Donc, le carnet de produits, c'est là qu'on le mettait en place. On est ensuite passé à l'exécution, l'étape d'exécution de notre ami Martin. Donc, Martin Saint-Louis nous dit que c'est important d'exécuter, effectivement. Donc, on s'est lancé dans l'exécution du PLC. Donc, chaque escouade qui était lancée, à partir de la semaine 5, commençait à travailler en escouade avec les gens d'affaires. Finalement, il y a l'ancrage de l'escouade. Après une certaine période, on est revenu, puis on a regardé comment ça se passait dans l'escouade. Donc, on a fait un diagnostic qui était relié aux différentes règles du jeu qu'on voulait qu'ils soient jouées. Puis on a regardé l'escouade était rendue où par rapport à ces règles du jeu-là. C'est normal, c'est pas parfait, là, puis c'est bien correct, puis c'est attendu que ce soit pas parfait. L'important, c'est l'ajustement puis l'amélioration continue. Puis qu'est-ce qu'on leur disait à ce moment-là quand on parlait d'amélioration continue? Non, je vais faire un concours après. Non, c'est pas vrai. Donc, celui qui renonce à devenir meilleur cesse déjà d'être bon. Donc, on répète notre phrase. Okay? C'est de l'amélioration continue. Donc, ce n'est pas que vous n'êtes pas bon, ce n'est pas que ça ne marche pas. C'est normal, on s'améliore, mais il faut commencer à quelque part. Du côté affaires, au niveau des escouades agiles, le commentaire qui est ressorti, c'était que, et je note, la meilleure chose depuis le pain tranché. Bon. Eux autres étaient ravis de l'escouade, même s'ils avaient dû investir une ressource. Il y avait l'impression que tous les problèmes de priorisation puis d'être capable d'avoir du budget pour faire des choses, ça en réglait beaucoup, ça, cette escouade-là. Il y avait enfin plus d'attention. L'autre élément, le deuxième élément dans notre mise en place du PLC, la deuxième composante, c'est le DevOps. Donc, en ajoutant le SEC, c'est devenu le DevSecOps. La sécurité prend une part importante, là, en fait, est très importante au gouvernement. On a beaucoup de règles à respecter qui sont à l'intérieur des lois, des règlements. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté la partie SEC ici. On voulait vraiment que ça se répercute. En arrière de cette composante-là, c'est un pipeline d'intégration et de déploiement. Donc, on a construit un pipeline et en fait, on dit on a construit. On en fait une version initiale, mais c'est toujours en amélioration
qui automatise les tests, mais aussi une partie du pipeline est dédiée à valider la qualité du code, à valider la sécurité aussi du code. Donc, quand on parlait du processus de livraison continue, au début, pour nous, il y avait cette composante-là qui était centrale. Puis ce qu'on visait à faire, c'est de déployer des livraisons à la semaine. Donc, on prenait souvent l'exemple du téléphone intelligent qu'on a tous entre les mains. On disait, vous voyez, nous, on va faire comme ça pour vous autres. On va vous livrer comme sur vos téléphones. Vous allez avoir des nouvelles fonctionnalités à chaque semaine. Là, vous allez me dire, ça n'a pas marché. Non, non, ça a fonctionné. Donc, ça a fonctionné. On a réussi à le faire avec une escouade à la semaine. Ce qui n'a pas fonctionné, en fait, c'est les gens d'affaires n'avaient pas vraiment besoin de ça. On pensait qu'en livrant plus rapidement, ils seraient plus contents. Mais en fait, souvenez-vous que c'est une escouade TI et affaires. Il y a une notion de capacité de leur côté aussi. Donc, il fallait qu'ils aient le temps de faire les essais, il fallait qu'ils éduquent et qu'ils forment leurs équipes sur les nouveautés. Il y avait des moments propices aussi pour livrer qu'on ne pouvait pas le faire à chaque semaine parce qu'on ne peut pas le faire en décembre. D'abord, il y a un gel. On ne peut pas le faire en fin d'année financière. On ne peut pas le faire pendant l'été. Bref, les secteurs doivent avoir cette capacité-là. Alors, la notion de livraison continue, pour nous, elle a évolué. Donc, au lieu de dire qu'on livre à la semaine, on dit maintenant qu'on livre à la demande. Et c'est maintenant, ça fait partie d'un processus plus grand, d'une composante qu'on va voir plus tard. Autre élément qu'on a mis en place, il fallait être capable, en fait, chez nous, on utilise Azure DevOps, puis on s'est lancé avec la théorie de découpage, des épopées, des fonctionnalités, des récits utilisateurs et des tâches. Save décrit bien comment faire les choses. On s'est lancé avec la théorie. On a commencé donc à rendre visibles les différents travaux qu'on faisait. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le bordel s'est invité. Hein? Le bordel s'est invité parce que tout le monde s'est mis à écrire en fait tout le monde. Beaucoup de personnes sont mis à écrire des épopées, des fonctionnalités, des récits utilisateurs, des tâches. Les gens, on n'avait pas assez encadré les choses. Alors, on a recadré les choses, comme dirait un de nos amis. On a recadré les choses. On a fait un RACI où le R va comme suit, en fait. Pour l'épopée, ben maintenant, seuls les architectes d'entreprise peuvent écrire une épopée. Je vais revenir sur l'épopée plus tard. Épopée, c'est épique. C'est juste qu'on essaie d'avoir les mots français. L'architecte, en fait, pour les fonctionnalités, donc c'est seulement l'architecte de solution qui peut écrire une fonctionnalité. Le récit utilisateur est écrit bien sûr par le PO. Et le récit utilisateur doit être sprintable. Hein, il doit rentrer à l'intérieur d'une itération, peu importe c'est quoi son itération. C'est comme ça qu'on l'a joué chez nous. Puis les tâches, mais ça appartient à l'escouade. On leur demande de ne pas dépasser 2 jours par tâche. C'est bon. Donc, on a ensuite créé ce qu'on appelle le portefeuille, un Kanban portefeuille. Je ne vous dirai pas que tout est parfait ici. Par contre, il y a des travaux actuellement qui visent à revamper la version initiale de ce qu'on a fait, puis ça s'en vient super bien. Donc, un portefeuille chez nous, c'est nos épopées. Hein, c'est nos épopées qui constituent le portefeuille. Qu'est-ce qui crée une épopée? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on déclenche la création d'une épopée plutôt? C'est l'identification d'un nouveau service numérique pour répondre à un besoin d'envergure. Ça peut être un exemple. L'architecture d'entreprise, quand on décline la planification stratégique, l'architecture d'entreprise peut voir certaines épopées qui sont à créer pour le portefeuille. La direction peut vouloir explorer certaines opportunités. C'est un autre exemple. Encore là, quand on s'est lancé là-dedans, il n'y avait pas vraiment de format. Hein. Les gens y allaient en suivant ce qui était dans Azure DevOps, mais pour nous, c'était incomplet ce qui était là. Donc, on a créé un gabarit, et là, on l'a aussi intégré dans Azure DevOps après ça. Donc, le gabarit nous permet d'identifier comme il faut l'initiative de solutions numériques, son produit minimum viable. En fait, c'est un souhait, il n'est pas encore comme ça, mais c'est là qu'on s'en va. Sa valeur économique, je vais revenir là-dessus. Ça, encore là aussi, ça, on s'en vient tout près de ça.
puis ce qui est déjà en place, mais avant de se lancer dans une épopée, bien, il faut qu'elle soit approuvée. Aussitôt que l'épopée sort du backlog pour devenir en réalisation, il y a nécessairement un gestionnaire chez nous qui est associé à l'épopée. Puis, c'est aussi dans l'épopée qu'on fait le lien avec la planification stratégique. Donc, l'expérience qu'on a vécue ici en TI, on parle beaucoup de coûts. Hein? C'est souvent le coût. Ça coûte tant, ça te coûte donc bien cher et tout ça. Mais on ne parlait pas beaucoup de bénéfices. En tout cas, chez nous, on ne parlait pas beaucoup de bénéfices à ce moment-là. Puis on est en train de revirer ça complètement de côté, de dire, bon, ben oui, il y a des coûts, mais il y a des bénéfices. Puis on veut voir le retour sur investissement avant de prioriser quoi que ce soit. Ça paraît de base, mais ce n'était pas fait comme ça. Vous vous souvenez qu'on avait un problème de capacité dans les enjeux que j'ai soulevés tantôt? Bien, nous, on croit fermement que quand on va regarder la valeur d'affaires en termes de bénéfices dans les épopées, on va pouvoir focusser vraiment sur les bonnes choses et diminuer le nombre de demandes qui rentrent. Chez nous, les épopées, ou le portefeuille plutôt, est classé en 5 grandes catégories. On a les projets, l'entretien évolution côté applicatif, la même chose du côté des infrastructures. Sécurité de l'information est une catégorie aussi de notre portefeuille. Et on garde aussi une 5e section pour l'amélioration continue au niveau de la DGSIN. Les colonnes du Kanban, chez nous, ça correspond aux grandes étapes de notre démarche de conception des services numériques de la SQI. Cette démarche-là, pour ceux qui sont intéressés, découle du séquent, elle est publique. C'est sur le site du gouvernement du Québec. Là, elle est vraiment bien expliquée. Donc, nous, on a récupéré ces travaux-là, puis on a constitué notre portefeuille en lien avec ces différentes étapes-là. Donc, jusqu'ici, on a plusieurs escouades. Ça va bien. On a plusieurs PO qui eux-mêmes ont plusieurs gestionnaires, ont des gestionnaires de produits. Il existe aussi un concept de dépendance. Hein, il y a eu différentes sessions là-dessus dans les 2 derniers jours qui vont vous expliquer pas mal mieux que moi ce que c'est. Mais en gros, chez nous, une dépendance, ce sont des travaux qui sont nécessaires à réaliser sur des produits, mais par une autre équipe que l'escouade qui a reçu le travail à réaliser. Donc, ça fait en sorte qu'avant d'avancer, il faut que mon équipe sœur puisse réaliser certains travaux parce que dans le système, il y a une interconnexion entre les deux. Donc, dans un mode comme ça, où j'ai plusieurs PO, j'ai plusieurs gestionnaires de produits, j'ai les dépendances qui sont ailleurs, comment est-ce qu'on s'assure que les escouades vont travailler dans le même sens? Parce que c'est humain, hein? Chacun des PO a ses priorités qu'il reçoit de son boss. Puis quand ça arrive, bien, quand même que l'autre escouade m'a envoyé une dépendance, moi, j'ai ma liste de mon boss, puis c'est avec ça que je travaille. Donc, qu'est-ce qui arrivait avant qu'on ait la notion de priorité corporative? Bien, les choses n'accouchaient pas parce que les dépendances ne se réalisaient pas. En fait, ils n'étaient pas souvent priorisés, pour ne pas dire jamais. Donc, on a mis en place un concept de priorité corporative. Okay? Ça nous prenait une liste, ça nous prenait un endroit où on pouvait dire, bien, c'est quoi la priorité? C'est ce top. En fait, les priorités corporatives, c'est un top 10 des priorités en ressources informationnelles. Ce top 10-là, on le soumet au comité, au CODIR. Et puis, le CODIR valide que ça fait son affaire, ce qui est là-dessus. Il peut en ajouter, il peut en enlever, il peut les intervertir sans problème. L'important, c'est qu'on ait une liste. Alors, cette liste-là, une fois qu'on l'a, ben, ça vient aider les PO en cas de collision. Quand ils ont leur backlog puis qu'ils rentrent des choses, ils ne savent plus trop c'est quoi qui est prioritaire. Ils regardent la liste, puis à un endroit, ils peuvent voir, OK, c'est ça là qui passe avant. Donc, ça, c'est venu régler cette problématique-là. Fanny, tu as dit, OK, t'es là. C'est bon, merci. L'autre élément, mon préféré, ça, c'est vraiment quand j'avais le rêve, là, si on peut l'imaginer, c'était ça que je pensais en arrière, c'est là que je voulais qu'on arrive. Donc, c'est la planification trimestrielle. Pour nous, la planification trimestrielle, c'est le ciment du PLC. Okay? Donc, rendu ici, on a nos escouades, on a découpé les travaux, on a rendu visible le portefeuille, on s'est donné des outils pour supporter tout ça, on connaît nos priorités organisationnelles.
Maintenant, c'est le temps de planifier les travaux puis de les placer dans le temps, en fonction de notre capacité. Donc, à chaque trimestre, chacun des grands secteurs que nous, on commence à appeler train, là, le mot n'est pas encore officiel chez nous, mais la théorie du SAFE en parle. Donc, chacun des grands secteurs, on se donne 2 à 3 objectifs, des objectifs SMART qui sont décrits à l'aide d'un gabarit. Donc, il y a un gabarit pour écrire notre objectif. Et puis là arrive l'image que vous voyez là. L'image c'est un bocal, pour ceux qui ne reconnaissent pas. Dans le bocal, il y a des grosses roches. Donc, nous, on voit notre capacité dans un train comme étant un bocal. Je vais commencer par mettre les grosses roches. Les grosses roches, ce sont les objectifs qu'on se donne dans un trimestre. Une fois que j'ai mis mes grosses roches, il reste de l'espace, je vais mettre des petites roches. Les petites roches, c'est des améliorations qui peuvent avoir une valeur d'affaires, mais qui ne sont pas nécessairement en lien avec les objectifs. Puis, je vais finir avec le sable, des améliorations souhaitables. Si j'ai de la place, je les mets comme ça. Donc, c'est notre façon de venir remplir notre capacité à chaque trimestre. On s'est donné des règles pour la planification trimestrielle. On n'ajoute rien en cours de trimestre. On va pivoter, donc on va changer de priorité juste à la fin s'il y en a des changements de priorité. Donc, vous allez me dire, c'est facile à dire, mais pas facile à faire parce que vous vous souvenez des vents de côté que je vous parlais tantôt. Donc, on est allé au CODIR, puis j'ai demandé est-ce que nous, on pouvait s'engager sur des choses, mais s'ils ne nous changeaient pas nos priorités. Donc, ils ont dit c'est beau. Je vous dirais que ça a beaucoup diminué ces vents de côté-là. Mais on s'est aussi dit avec eux autres, écoutez, on veut livrer de la valeur. S'il y a une urgence, s'il y a quelque chose qu'il faut absolument tasser, on va le faire. Mais il va falloir enlever une grosse roche ou il va falloir enlever quelque chose de la même grosseur de ce que vous nous donnez. Ils ont embarqué là-dedans. On a été chanceux. Donc, on dit chanceux, mais en même temps, qu'est-ce qu'on veut faire comme organisation? C'est de finir ce qu'on commence. Fait que ça, c'est un moyen pour nous de se donner toutes les chances de notre côté pour finir ce qu'on commence. Fait à noter, puis j'aime ça d'en parler de ça, la première planification trimestrielle chez nous s'est faite il y a 2 ans. C'est faite par l'équipe d'infrastructure. Ça n'a pas commencé du côté développement chez nous, les planifications trimestrielles. A suivi ensuite l'équipe BI et différentes escouades. Et pour la première fois en décembre, dans quelques semaines, l'ensemble des escouades de la DGCIN, de la Direction générale, va faire une planification trimestrielle, plus même notre équipe sœur qui est du côté affaires, l'architecture d'entreprise, transformation numérique, va aussi être intégrée là-dedans. Et ça commence à se parler, même quand on voit ça dans les autres équipes affaires. Il y a une volonté de pouvoir peut-être passer à ce mode-là. Je dis peut-être parce que c'est bien aligné pour ça, en fait. L'expérience qu'on a vécue au niveau de la planification trimestrielle, les équipes s'engagent trop, ils en prennent trop. Donc, le bocal, ils le voient plus gros qu'il est ou les roches sont plus grosses qu'ils pensent. Mais bref, les équipes en prennent trop. C'est un heureux problème, vous allez me dire. On est mieux retenir notre monde que de pousser, mais on veut aussi essayer de faire des choses le plus réalistement possible. Quelques raisons à ça. On s'aperçoit qu'on ne planifie pas tout ce qui est planifiable. Donc, il y a des tâches qui passent en sous-marin. On sous-estime le temps de réalisation. Mais ça, là, pour nous, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'on s'est lancé et on le savait. On ne voulait pas attendre que tout soit parfait. On voulait se lancer puis s'améliorer de façon continue. Parce que, selon nous, mieux vaut une solution imparfaite que pas de solution du tout. Donc, c'est dans ce concept-là, dans cette approche-là, qu'on s'est lancé. Fait qu'on parle encore d'amélioration continue ici. Hein? Fait que, puis on ramène souvent la phrase. Vous en souvenez-vous de la phrase? Celui qui renonce à devenir meilleur cesse d'être bon. Alors, c'est ce qu'on ramène. Donc, au terme de cette planification-là, on a de la visibilité sur ce qu'on veut mettre en place. Puis, on commence à avoir une prévisibilité sur quand les morceaux vont en coucher. Ici, je vais passer vite. C'est tout ce qu'on voulait montrer. Je pense que les kits de slides là, vont être rendus disponibles. Moi, j'aime bien cette slide-là parce que ça fait un résumé de ce qu'on vient de voir. Donc, ça démontre la cohérence et l'alignement sur les priorités organisationnelles que je vous ai parlé, sur la gestion du portefeuille affaires TI, sur la gestion de programme, ou plutôt la planification trimestrielle de notre côté, la gestion des dépendances puis la réalisation des incréments de produits en bas.
On passe à la partie 3 de notre fusée. Une fois que le travail de mise en place du PLC a été réalisé, mais il fallait assurer sa pérennité. OK? Es-tu sûr que tu as les bons cartons, Fanny? Ça me semble que ça passe vite. Donc, la SQI, chez nous, s'est positionnée comme une organisation apprenante. OK? On a mis en place une plateforme qui s'appelle l'élévateur. Oups! Qui s'appelle l'élévateur. Pour supporter cette approche-là. Ça, c'est du côté des ressources humaines. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que quand on a formé les gens, on a filmé le formateur et puis on a créé des capsules avec ça, puis on les a placées dans cette plateforme-là. Puis, puis maintenant, à partir de là, pour s'assurer de la formation des nouveaux arrivants et pour le rafraîchissement des concepts des gens en place, bien, les gens peuvent aller directement dans la plateforme, réécouter certaines capsules. On a créé 3 parcours de formation, un pour l'architecture, un pour le développement et l'infrastructure, puis un 3e pour les PO. Donc ça, c'est bien qu'encore là, je vous le dis, il n'y a rien de parfait dans tout ça, il y aura du peaufinage à faire là-dessus, mais on a quelque chose pour avancer qui est intéressant. L'autre élément, c'est que je vous ai parlé du PLC. Le PLC est décliné en règles du jeu. Puis, les règles du jeu font partie du wiki. Comme je vous disais, on utilisait Azure DevOps. Donc, le wiki d'Azure DevOps renferme les différentes règles et procédures qu'on s'est données, autant dans l'utilisation des outils que dans nos façons de faire. Quand on parlait tantôt qu'une des choses qu'on reprochait à l'agilité dans le temps chez nous était le manque d'indicateurs et le manque de suivi, je peux vous dire que maintenant, ce n'est pas le cas. Donc, comme je vous disais, on utilise Azure DevOps. Azure DevOps, le graphique de gauche pour nos escouades, ils se donnent les indicateurs qu'ils veulent suivre. Ça leur appartient. C'est des indicateurs qui sont mis à jour en temps réel. À droite, vous avez le tableau de bord de gestion qui lui-même est connecté à Azure DevOps, qui est mis à jour une fois par jour et qui va être suivi dans une nouvelle cérémonie qu'on va mettre en place dans les prochaines semaines, Elisabeth, qui s'appelle le comité de suivi de la performance. Donc, c'est notamment un des outils qu'on va utiliser. Je vais aller plus rapidement ici. Donc, en résumé, là, depuis 2019, on a fait un bout de chemin qui nous semble intéressant. Un bout de chemin qui nous permet d'être assurément beaucoup plus performants. On va poursuivre nos avancées dans les prochains mois, notamment en travaillant sur l'exécution du PLC. Notre ami Martin Saint-Louis nous parle d'exécution. C'est effectivement, on veut travailler là-dessus. On a beau avoir le meilleur processus, s'il est mal exécuté, ça ne donne pas grand-chose. Puis l'amélioration du processus comme tel. Alors, si on regarde les défis qu'on a rencontrés, on va finir par ça. Premier défi, nécessité de l'engagement à tous les niveaux. Si on veut que ça fonctionne, on doit avoir l'aval des dirigeants. Dans notre cas, c'est le cas actuellement. Puis, en fait, je pense que ça va toujours être le cas tant qu'on va démontrer que le PLC ou SAFE nous aide à avoir des équipes plus performantes, aide à la performance de l'organisation, puis comme ça, tout le monde y gagne. Deuxième élément, deuxième défi, le déploiement du PLC prend plus que quelques mois. Je vous en ai parlé quand même assez beaucoup, comme on dit tantôt. Dans notre cas, ça va avoir pris 4 ans. Fait que j'ai manqué mon évaluation. Je pense que c'était plus un 6 mois, mais vraiment, je n'étais pas là. Fait que dans notre cas, ça va avoir pris 4 ans. Par contre, ce que je veux bien noter, les bénéfices sont là dès les premiers mois. En ce qui nous concerne, dès les premiers mois, on a vu des choses super intéressantes. Et puis, puis ça continue. Fait que de ce côté-là, ça ne prend pas, je veux juste vous le dire, là. On a travaillé là-dessus, mais en même temps, les bénéfices venaient. Puis, ce n'était pas juste travailler sur le processus. En même temps, on les mettait en application. Troisième élément, la résistance au changement. La plupart des gens vont adhérer au principe jusqu'à temps que ça change leur quotidien. Okay? À partir de là, il y a des équipes qui tendent à se donner leurs propres règles. Oui, il y a de la place à jouer à l'intérieur du cadre. Par contre, plus on grandit à l'échelle, plus il faut que les règles soient communes dans toutes les escouades.
La transformation ne se limite pas juste à nos équipes, elle a un impact organisationnel aussi. On le dit, les équipes à affaires doivent s'impliquer et sont partie prenante de l'escouade. On comprend là, que la ressource affaires qui fait partie de l'escouade doit être une ressource connaissante du secteur d'affaires, puis elle va manquer au quotidien dans le secteur d'affaires. Donc, il faut que ce soit bien compris. Par contre, il y a un gain au global en arrière de ça. En fait, nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu. La gestion des dépendances entre les équipes, je ne reviendrai pas là-dessus, j'en ai parlé tantôt. La gestion de la dette, je vais m'arrêter un petit peu plus là-dessus. Avez-vous ça dans vos équipes, un concept de dette technique? Oui, on en a parlé, je pense, dans d'autres rencontres. Nous, c'est dur à comprendre pour nos développeurs. Ils veulent faire le tout à la perfection dès le premier coup. Puis du côté des secteurs d'affaires, mais avoir un produit minimum viable, c'est souvent vu comme une auto à 3 roues. Alors, même si on explique le concept. Donc, ça a été difficile pour nous. Ce qu'on a fait pour nos développeurs, on est arrivé avec le parallèle avec l'achat d'une maison. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai acheté ma première maison, et encore maintenant, si j'en achète une, il va falloir que je contracte une hypothèque, une dette. Une dette qui va me permettre de bénéficier de la valeur de ma maison, de bénéficier de ce que ma maison me rapporte plus rapidement. Puis cette dette-là, ben, je vais la payer de façon continue par la suite, jusqu'à temps que je la paye au complet. Donc, c'est ce qu'on essaie de montrer à nos développeurs. Oui, ça se peut que ça ne soit pas parfait du premier coup, la façon dont vous allez le faire, mais il y a un bénéfice en arrière de ça. Il y a un bénéfice, il y a une valeur d'affaires. Fait qu'il ne faut pas voir juste le coût, il faut voir la valeur d'affaires. Fait que ça se peut qu'on prenne un petit raccourci, un raccourci viable, puis qu'on le rembourse après ça dans le temps. Mais pendant tout ce temps-là, on va bénéficier d'une valeur d'affaires dans l'organisation. Ce qui est important, c'est d'identifier la dette puis de se garder du temps pour la payer, si on peut dire. Et ça se fait à l'intérieur des itérations. Puis une idée qui est ressortie, c'est entre 2 planifications aussi, on pourrait se garder du temps pour notamment adresser ça. Planifier ce qui est planifiable, on en a parlé tantôt. Là. Ce qu'on sait qu'on va faire, on doit le planifier. Pourquoi? Bien, pour s'assurer que c'est une priorité et non quelque chose de le fun à faire. Pour s'assurer que notre capacité résiduelle est la vraie capacité résiduelle, puis pour rendre visibles et prévisibles nos travaux. Le dernier point, c'est pas tout d'avoir une recette, il faut bien l'exécuter. Je pense que je vous en ai parlé un petit peu pas mal de ça. De notre côté, au niveau du déploiement du processus de livraison continue, on avait une équipe qui était composée de coachs agiles. Donc, l'équipe de coachs agiles nous a aidés à peaufiner notre processus. Bien exécuter le processus pour nous, il y a un rôle qui est hyper important relié à ça, c'est celui du Scrum Master. Un bon Scrum Master qui est sur son X, en fait, je pense que toutes les personnes sont bonnes à la base, il s'agit qu'il soit placé au bon endroit. Mais un Scrum Master qui est placé sur son X va aider de façon incroyable en fait, ça va être un levier incroyable pour l'escouade. Ça va aider à accélérer tous les travaux. Ça, on l'a vécu vraiment chez nous. Donc, c'est super important pour ça, l'impact du Scrum Master sur l'escouade. Il me reste 30 secondes, 1 minute. OK, c'est bon. J'en ai juste pour 1 minute. Donc, la suite chez nous, pour s'assurer de l'exécution de ça, puis pour pas que ça tombe, si jamais il y a des changements, c'est de se donner un CPA. Un CPA, ce n'est pas un club de patinage artistique, mais plutôt un centre de performance agile qui va relever de la direction. Si vous voulez en parler à Elisabeth qui est ici, elle pourra vous en dire un petit peu plus. C'est l'équipe qui va être responsable de mesurer, de faire évoluer, puis de s'assurer de l'application du cadre. En gros, c'est de fournir les moyens nécessaires aux différents gestionnaires pour faire en sorte qu'on s'améliore de façon continue. Et vous savez pourquoi c'est important de s'améliorer de façon continue? Celui qui renonce à devenir meilleur cesse déjà d'être bon. Alors, merci tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? C'était clair? Oui?
Là, ça marche-tu? Oui. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Je me demandais, est-ce que vous avez eu des enjeux à ce que les fonctionnalités à faire soient prêtes à la planification trimestrielle pour vos équipes de développement? Puis si oui, qu'est-ce que vous avez fait pour contrer ça? OK. En fait, la planification trimestrielle, comme je le disais tantôt, a commencé du côté infrastructure. Donc, le PO était dans nos équipes à ce moment-là. Donc, en décembre prochain, ça va être la première planification trimestrielle avec les affaires. Je peux parler du côté infrastructure. Les fonctionnalités, dans les premières fois, n'étaient pas prêtes à temps. Maintenant, plus ça va, ce qu'on vise, c'est que dès qu'on commence une planification trimestrielle à l'exécuter, bien, on commence déjà à penser à l'autre pour être prêt. Mais sincèrement, ça, on ne l'a pas encore vécu. Mais au mois de mars prochain, je pourrais revenir et donner notre histoire là-dessus. Merci. Merci. Ça va? Pas d'autres questions? Bien, merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir été là.